Bienvenue. Bienvenue pour cette journée un peu spéciale du Legal Digital Day organisée par le groupe Septéo et ses filiales. Donc je me présente, je suis Bertrand Pimois, je dirige la société ASCO spécialisée dans tout ce qui est développement commercial sur Internet pour les cabinets d'avocats. Et je suis en présence aujourd'hui de maître Thomas Gachy, avocat associé de la Solar Gachy Avocat à Mont-de-Marsan, avec qui nous allons partager son expertise sur toutes les problématiques de communication liées au cabinet d'avocats. D'un point de vue purement technique, pour commencer, je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros et vos vidéos également. Voilà, vous disposez aussi d'un petit élément affiché la conversation de chat sur lequel vous pouvez poser des questions pendant le déroulé de la conférence et nous y répondrons, je pense, à la fin. Bonjour Thomas. Merci, merci d'être là. Est-ce que en quelques mots, tu peux te présenter, nous dire qui tu es et nous présenter ton cabinet? Bien sûr. Alors, j'ai prêté serment en 2007. Ça fait bientôt 13 ans que j'exerce au barreau de Mont-de-Marsan dans les Landes, donc dans le sud-ouest, on va dire. J'ai connu à peu près tous les modes d'exercice, en tout cas les plus classiques, du statut de collaborateur à celui d'associé et de l'exercice individuel, dans lequel je me suis retrouvé il y a encore quelques mois de cela, avant de créer ma CELAR en ce tout début d'année. Je travaille actuellement seul et j'ai 2 assistantes. D'accord. Et donc du coup, on a fait appel à toi parce que tu es un avocat qui communique pas mal. Donc on voulait un petit partage d'expérience. Donc déjà, à quel moment, toi, dans ta démarche d'avocat, tu t'es dit, bon, il faut que je me lance dans la communication et quelles ont été un peu les premières étapes pour démarrer? Par quoi tu as commencé en fait? Disons qu'après quelques années d'exercice, quand j'ai fait mes premières armes, j'ai eu envie de communiquer sur la manière dont je voyais le métier, sur ma vie d'avocat, sur des billets d'humeur. J'ai commencé par des blogs, notamment un blog qui existait qui s'appelait Legavox, Ouais. donc que beaucoup d'avocats et de confrères utilisaient à ce moment-là, c'était très à la mode, qui a ensuite disparu. Et après, j'ai investi dans un second temps les réseaux sociaux en me concentrant au départ sur Facebook, qui était l'outil que je maîtrisais le mieux à titre privé. C'est que bien plus tard que je vais investir les autres réseaux sociaux, notamment lorsqu'on a commencé à travailler ensemble. D'accord, ouais. Et du coup, en premier, ce qu'on a travaillé ensemble, hein, je vais l'afficher. Je crois que le premier boulot avait été de travailler sur un logo. Oui. Pour qu'on explique un peu aussi l'importance de travailler son image, quoi, je dirais. Alors, je vais afficher ton logo à l'écran. Voilà qu'on a ici, vous le voyez. Oui, pour moi, c'était important d'avoir un visuel qui me corresponde, puisque le logo n'est ni plus ni moins que mes initiales, retravaillé avec la symbolique du logotype des avocats qui avait été créé par le CNB. Et effectivement, je souhaitais, au travers des différents moyens de communication que sont les cartes de visite et le papier en tête, que en un coup d'œil, on puisse reconnaître effectivement le logo du cabinet et donc mon cabinet. Voilà, qui a été repris sur les différents supports, le site internet et les réseaux sociaux que j'utilise régulièrement. Ouais, j'ai affiché ici les déclinaisons qui avaient été faites, la carte de visite, le papier en tête. Et tu as également fait de la signalétique, je crois, pour le cabinet, non? C'est ça. Là, ces derniers mois, j'ai installé des brises-vues. Donc, comme j'ai la chance d'avoir un cabinet qui est en bord d'une voie de circulation importante et que j'ai beaucoup de baies vitrées sur la devanture, j'ai pu en profiter effectivement pour mettre des brises-vues à l'effigie du cabinet. Donc, c'est une opportunité que j'ai eue et qui a été réalisée plutôt avec vous, je trouve. Ouais, et ce qui permet du coup d'avoir, voilà, si on a vu ton logo ou ta carte, de reconnaître finalement rapidement en fait le cabinet, quoi. Là où je me situe, effectivement, et du coup, j'ai aussi communiqué sur le site avec des photos de la situation de mon cabinet, qui est du coup facilement identifiable. C'est une grande place, mais du coup, les gens, en un coup d'œil, trouvent de suite où je me situe. Parce qu'il suffit de leur expliquer en quelques mots au téléphone ce qu'ils vont voir sur place ou qu'ils aient vu sur Internet
des photographies que j'ai mis. Et du coup, j'ai un bon retour par rapport à ça où ils ne cherchent pas très très longtemps où est l'entrée. Ouais, donc c'est important en fait déjà la première chose on va dire par laquelle commencer c'est un peu l'identité graphique du cabinet quoi. On voit les photos qui défilent là, c'est un élément qui est important pour pouvoir enfin voilà identifier le cabinet rapidement. C'est ça. Pour une implantation locale, on va dire. C'est important pour le client qui nous cherche, mais aussi pour d'éventuels prospects, des gens qui se baladent tout simplement dans la rue. On ne passe pas inaperçu. Voilà, ils savent, tiens, il y a un avocat qui est implanté ici, ce qui est forcément plus mis en relief avec ce type de communication, qui est attractive que simplement la position des plaques traditionnelles qu'on peut tous avoir. Ouais, qui était finalement tu parles de la plaque traditionnelle. La plaque traditionnelle maintenant elle est sur Internet. C'est ça, c'est ça. C'est un peu la vitrine. Ouais. C'est vrai qu'il y avait eu aussi un travail de fait, il y a eu un changement en tant que cabinet, donc on avait géré tout ce qui était redirection d'adresse mail, ce C'est qui était ça. relativement important pour... Ah ben forcément, pour travailler dans la continuité, dès qu'il y a des mouvements, passer d'une structure à l'autre ou en cas de séparation avec un associé, ben, c'est vrai qu'on a envie de continuer à profiter de tout le travail de communication qu'on fait depuis des années et des années. Et on a toujours la crainte de perdre le fruit de ce travail parce que ça prend beaucoup de temps. Ouais. Donc c'est vrai qu'on avait pu, avec beaucoup de réactivité, remettre les choses en place, recommuniquer sur les modifications. Et finalement, ça s'est fait avec beaucoup de fluidité. Et c'est vrai qu'avec ton nom, donc comme il y avait quand même ton nom dans la première entité, on a pu rebondir un peu là-dessus et ce Ça, qui nous a permis de garder aussi un peu en termes de référencement, enfin un peu d'historique sur Internet, quoi. on ne repartait pas à zéro. Ouais, c'est C'est ça, toujours ouais. la crainte qu'on a de repartir à zéro quand on a beaucoup investi. Ouais, exactement, ouais. Donc du coup, voilà, il y a cette première étape qui finalement, voilà, la création d'une identité graphique qui est un peu le socle, on va dire, de la communication, hein, qui permet, comme on a vu, de se décliner sur différents supports, le papier en tête, la carte de visite, mais également, tu as des signatures de mail, les factures aussi, hein, qui sont quand même un élément de communication du cabinet. Donc ça, c'est vraiment pour la partie, ce qu'on appelle en communication le print. Et après, il y a toute la partie digitale. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, puis pour les personnes aussi qui nous écoutent, comment tu t'es lancé dans le digital, quelle a été la première étape et un peu tout le parcours pour savoir les actions que tu mets en place aujourd'hui, sans peut-être dévoiler ta stratégie, mais qu'on comprenne un peu comment un cabinet d'avocat aujourd'hui peut se développer sur Internet et quels moyens il a et voilà, quels moyens il a, support, technique, financier, humain. Voilà, c'est ça un peu qui nous intéresse de savoir. Ben, déjà, je partais du constat qu'à titre personnel, j'utilisais déjà les réseaux sociaux, donc ce n'était pas en soi une découverte. Comme beaucoup de confrères, quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années, les réseaux sociaux à titre professionnel, j'avais forcément ou des a priori ou des réticences sur l'utilité que ça pouvait représenter, quelle cible je voulais toucher. Donc il y a beaucoup de questionnements derrière tout ça. Mais finalement, une fois on est passé outre ces a priori, l'utilisation au quotidien est très simple. Je pense qu'on a à peu près tous un smartphone. Et comme on a dans ce métier beaucoup de temps à perdre, que ce soit dans les attentes aux audiences ou autres, finalement, c'est des choses que je fais à temps perdu sur le téléphone. Comme je l'ai indiqué, d'abord, j'ai investi Facebook parce que c'est l'outil que je maîtrisais le mieux. Et finalement, le pendant professionnel, c'est ni plus ni moins que ce que je faisais déjà pour ma vie privée. Ensuite, je suis venu sur LinkedIn et plus dernièrement Instagram et la création de la chaîne de YouTube en début d'année. D'accord. Technologiquement, ça ne demande pas d'investissement et c'est des outils qu'on a déjà à sa disposition à titre personnel. Non, mais ça t'apprend un peu de temps du coup. Ah, ça prend du temps. Voilà. Ça, c'est sûr que il faut être un petit peu passionné par ça, par son métier. Mais finalement, voilà, quand on est passionné par son métier, qu'on aime communiquer sur ce qui nous plaît dans ce métier ou dans le droit, ça peut être communiquer sur l'actualité. Après, voilà, c'est simple de faire des posts, des outils que vous mettez à disposition qui permettent effectivement sur une écriture de poste unique, de rediriger vers les différentes applications. Ça évite le travail fastidieux de devoir faire un poste par outil de communication. Finalement, voilà, c'est pas si contraignant que ça. Et puis ça devient aussi une routine. Ouais.
LinkedIn, on check ses réseaux sociaux le matin en arrivant au cabinet, entre midi et deux, on le fait aussi. Et puis après, au travers de tout le temps perdu, on a toujours un œil s'il y a des choses intéressantes à repartager ou à communiquer. Donc, je ne le vois pas comme une contrainte au quotidien. Donc toi, tu veux dire que dans ton quotidien d'avocat, tu as englobé, tu es avocat juriste, avocat manager, chef d'entreprise et aussi avocat communicant. Donc dans tes journées, il y a une partie pour la communication. C'est ça, mais que je ne définis pas comme me disant, tiens, c'est 1 heure à tel moment ou 1 heure à tel moment. C'est vraiment à temps perdu et finalement, on trouve toujours du temps. Ouais, c'est ça. Et tu fais un peu une différence dans ce que tu mets sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai qu'on fournit des outils où tu peux déployer la même info sur tous les supports, mais est-ce que quand même tu essayes de différencier un peu les communications en fonction des supports? Oui, forcément, oui. Par exemple, LinkedIn, comme je ne vais pas retrouver le même public, par exemple, que sur Instagram, et puis même dans la façon de communiquer, c'est pas la même, hein, selon que ce soit plutôt du texte, plutôt des photos, plutôt des vidéos. Donc, il y a des contenus que je vais vouloir partager sur tous les réseaux et certains que je vais réserver à des contenus. Par exemple, Facebook, c'est vraiment celui où je suis en permanence. D'accord. Effectivement, c'est facile à repartager, c'est facile à commenter. J'ai beaucoup de réseaux aussi sur Facebook. Donc, forcément, c'est celui sur lequel je vais être en priorité. Et les autres, je vais plus cibler sur des postes particuliers, dans des domaines particuliers, par exemple sur mes activités dominantes. Donc effectivement, je ne communique pas toujours de la même façon en fonction du lecteur. D'accord. Ouais, tu segmentes en fonction du réseau. Ouais. C'est C'est ça. vrai que tu me disais en préambule de notre entretien là, que tu t'étais récemment lancé sur notamment YouTube et Instagram. C'est ça. Alors on pourrait croire que Instagram, c'est pas approprié au cabinet d'avocat, mais je pense qu'on peut prouver le contraire hein, aux personnes qui nous écoutent. Voilà, tu as eu une approche un peu particulière sur un segment de niche, hein, je crois, sur Instagram, mais ça commence à prendre. Hein. Je crois que tu as pas mal d'abonnés. Disons qu'effectivement, Instagram, c'est peut-être le réseau social, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, en termes d'a priori. C'est le réseau social qui me paraissait au départ, sans bénéficier de votre expertise, peut-être le réseau social qui était le plus adapté à la vie privée et pas forcément à la vie professionnelle. Finalement, quand on choisit de manière ciblée ce qu'on veut communiquer sur Instagram, on se rend compte que ça reste un outil de communication qui peut être très très intéressant. Voilà, au travers des stories, au travers, effectivement, tu parlais de niche, effectivement, c'est au travers des fiches pratiques, qui sont un peu le fil conducteur de mes différents réseaux sociaux avec le site internet. Ouais, c'est le fameux dites-moi maître, c'est ça? C'est quelque chose. Avec quelques fiches pratiques sur des sujets bien particuliers, soit des questions très fréquentes que peuvent poser les clients, que ce soit le premier rendez-vous, sur qu'est-ce que la CARPA, voilà, des questions type auxquelles on a à répondre très très régulièrement. Donc, j'en ai profité effectivement pour apporter une réponse type qui peut être trouvée facilement. Et ensuite, effectivement, sur des domaines dans lesquels je peux intervenir plus particulièrement, comme pour moi, voilà, le droit pénal ou le droit automobile. Donc voilà, c'est l'occasion de faire des fiches pratiques qui sont une première approche pour les clients qui ont des problèmes dans ces domaines bien particuliers, qui peuvent ensuite me contacter pour me confier leur affaire ou pour avoir des questions plus spécifiques. En plus, ce qui est intéressant, c'est que tu réutilises des contenus pour différents supports. C'est ça aussi qu'il faut comprendre et optimiser, c'est que cette fiche pratique va te servir à la fois pour Instagram, mais également pour ton site web ou faire l'objet d'un post Facebook. Donc, c'est ce que moi j'appelle vulgairement le content staging, hein, c'est-à-dire réutiliser du contenu pour l'utiliser à différents endroits et toucher une audience plus large. C'est ça la pratique. En fait, moi, je vois effectivement mon site internet comme étant le contenu principal. Et via les réseaux sociaux, je peux communiquer sur ce contenu-là auprès de publics qui n'iraient pas forcément spontanément consulter mon site internet. Et qui peuvent avoir Facebook, qui peuvent avoir Instagram, qui peuvent avoir LinkedIn. Et donc, ça me permet aussi de capter ce public-là et l'amener peut-être à venir sur mon site internet, qui est la première étape peut-être pour arriver à un premier vrai contact. D'accord. Ça, tu arrives à mesurer justement aujourd'hui les contacts directs par Internet Grâce à l'application, je peux voir effectivement l'origine des visites du site. Donc,
Donc effectivement, les réseaux sociaux sont un bon pourvoyeur de contacts, oui. Ah oui. En termes de fréquentation, et après, il y a aussi un public spécifique pour les réseaux sociaux. Mm. Donc des gens qui vont uniquement suivre les réseaux sociaux, mais pas forcément aller cliquer pour aller sur le site internet, d'où l'intérêt aussi d'apporter l'info là où elle est recherchée. Ouais, bien sûr. Se dire, voilà, ils n'ont qu'à consulter mon site internet. Non, il faut aller aussi peut-être leur apporter la même info, mais qu'ils ont ni le temps ou ni l'envie d'aller chercher sur votre site internet. Oui, parce qu'au final, aujourd'hui, on va plutôt consommer en plus une information via les réseaux plutôt qu'aller voir le site. Le site, c'est peut-être on va le voir en dernier finalement. C'est ça. Parce que le site, il faut d'abord y aller, ensuite aller chercher les rubriques où on peut éventuellement trouver l'info qu'on recherche. Alors qu'effectivement, voilà, avec les réseaux sociaux, on sait que l'information circule vite, l'information juridique, c'est la même chose. Donc, au même titre que nous, à titre professionnel, on peut consulter des veilles sur de l'actualité juridique. Mais je sais qu'il y a des gens qui suivent l'actualité qu'on peut commenter, qu'on peut partager dans le domaine d'activité qui est le nôtre. Ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, sur le site web, après, ce qui est intéressant de voir, c'est que tu es un cabinet, tu te définis toi-même cabinet de proximité. Oui. Et tu t'es quand même emparé de la communication pour en faire un bon levier. Sur ton site internet, tu as mis en place des outils type rendez-vous en ligne, paiement en ligne, qui finalement on pourrait se dire est-ce que ça correspond à mes clients ou pas. Et ça, c'est des outils qui pour toi prolongent la relation client. Comment tu t'es dit, tiens, je vais mettre en place ce genre de service et quels sont les bénéfices pour ton cabinet finalement? Eh bien, effectivement, ces outils, j'estime que c'est une amélioration du service que j'offrais précédemment aux clients. Parce que même si effectivement je ne travaille pas seul, puisque j'ai deux assistantes, donc par exemple la prise de rendez-vous en ligne, ce n'était pas dans l'optique de pallier à une question de disponibilité. Le téléphone il sonne, on est là pour répondre, donc il n'y a pas de Ouais, souci. c'est sûr. Mais effectivement, ben, c'est toujours pareil. On se rend compte que ce sont des services dont on peut bénéficier dans beaucoup de domaines de la vie privée. Et donc, je me mets à la place des clients de se dire, ben, mon médecin, je peux prendre rendez-vous en ligne. Avec telle entreprise, je peux prendre rendez-vous en ligne. Pourquoi je ne pourrais pas prendre mon rendez-vous en ligne avec mon avocat un samedi, un dimanche ou à 23 heures le soir, si c'est à ce moment-là que j'ai un petit peu de temps après avoir couché les enfants pour penser à mon dossier. Donc, pour moi, c'est un plus. C'est un plus et on a beaucoup de retours favorables par rapport à ça. En termes de gestion, ça ne fait pas plus de travail, bien au contraire, puisque voilà, les rendez-vous ils sont pris automatiquement. Les clients peuvent renseigner le motif du rendez-vous. Donc, même moi, dans ma situation, quand je reçois la personne, j'ai souvent presque plus de renseignements à ce moment-là que Ouais, si qu'est-ce j'ai que tu pris avais rendez-vous uniquement en téléphonant au cabinet, où des fois ils sont un peu avares de renseignements. Donc, alors que là, quand c'est par écrit, ils vont des fois me mettre 5-6 paragraphes pour me dégrossir un peu la situation qu'ils viendront vous présenter. Donc, moi, j'y vois beaucoup d'avantages. Le paiement en ligne, c'est la même chose. C'est vrai que ben, la gestion des chèques dans la vie du quotidien est de moins en moins fréquente pour tout un chacun. C'est toujours au niveau comptable un peu lourd. La comptable doit toujours faire les photocopies des chèques, aller faire des remises de chèques. Alors qu'effectivement, par le paiement en ligne qui est accessible via un simple smartphone ou un site internet, eh bien, les gens vous règlent n'importe où, n'importe quand, sans la contrainte de devoir amener le chèque ou l'envoyer par la poste. Donc là aussi, on a eu beaucoup de retours positifs. Et finalement, on a une petite tablette qui est à disposition du client, où même au sortir d'un rendez-vous, il peut régler sa consultation juste avec sa carte bleue, en respectant la confidentialité de ses données bancaires. Donc voilà, ils en sont plutôt contents. Et alors que je pensais que ça resterait un mode de paiement assez marginal, quand je me suis engagé là-dedans, finalement, ça prend de plus en plus de place. Ouais. De plus en plus de place dans le mode de paiement. Et est-ce que vous, du coup, en termes d'organisation aussi, vous poussez un peu ces outils en interne, aussi tes assistantes ou toi-même, inciter vos clients à passer par là? Elles en sont ravies parce qu'effectivement, ben, on se retrouve à simplement checker les relevés bancaires, d'enregistrer les paiements et il n'y a plus de la gestion un peu lourde que nécessitent ou les espèces ou les chèques. Oui. Donc forcément, en termes de justificatif comptable, c'est beaucoup moins de travail pour mes assistants. Puis surtout, tu as l'argent sur le compte direct. Tu n'as pas toute la problématique d'apporter le chèque, attendre qu'il soit encaissé. Exactement, c'est instantané. Voilà.
Et en Et plus, notamment pour le client qui viendra juste pour une consultation, donc qui n'est pas forcément un client habituel du cabinet, c'est pas forcément quelqu'un qui va me confier un dossier derrière ou qui aura à me reconsulter un jour. Ben, c'est vrai que le fait qu'il puisse venir consulter et régler en partant, voilà, la relation s'achève là et il n'y a pas à courir après pour se faire régler ou à le relancer. Donc, c'est ce qu'il y a de plus avantageux, me semble-t-il. c'est sûr. Donc, du coup, c'est quand même des outils qui permettent de prolonger une fois que tu les as captés. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire parce qu'on parle des réseaux sociaux, tu m'as dit également que tu avais lancé la notation. Ça m'a plu. Parce que justement, c'est aussi pour essayer d'éclairer un peu notre auditoire. Tu demandes aux gens carrément, tu t'es exposé, tu leur as dit ben, vous avez le droit de me noter pour savoir ce que vous pensez de moi. En gros, Exactement. Exactement. juste en Donc, dire un mot. on sait que c'est un peu suicidaire, mais en fait, je vais jusqu'au bout de la logique. C'est à partir du moment où j'accepte de m'exposer en communiquant sur les réseaux sociaux, donc c'est toujours un risque, puisque si on s'expose, on est obligé d'accepter aussi la contrepartie qui peut être négative et que les gens veuillent communiquer sur vous. Donc, c'est ce que j'avais déjà eu l'occasion de te dire, c'est qu'à partir du moment où c'est presque le passage obligé, c'est-à-dire s'ils ne le font pas via nos réseaux, ils peuvent le faire en parallèle et nous ne même pas nous en rendre compte. C'est ça. Ce qui Moi, est je pire. préfère jouer la transparence et me dire, ben, s'il y a des critiques à formuler sur la manière dont je travaille, déjà, c'est à moi de faire en sorte que ça n'arrive pas, en travaillant correctement. Et malheureusement, ça ne suffit pas toujours, donc on n'est jamais exempt de critiques, qu'elles soient justifiées ou pas. Moi, je joue la carte de la transparence, il n'y a pas de censure, donc si j'ai un avis négatif, ben, j'estime que ça fait partie du jeu en quelque sorte. Donc à moi de le pondérer, tout en respectant le secret professionnel. Mais j'accepte effectivement, notamment, c'est ce dont tu parlais de la notation des avis Google. Moi, j'accepte l'idée de dire au client, quand son dossier est terminé, ben, si vous voulez me noter, voilà, vous avez le lien. Et après, ben, les bonnes critiques, forcément, elles font toujours plaisir. Et puis les mauvaises critiques, il faut les prendre de manière constructive et pourquoi pas améliorer ses process s'il y a des choses à améliorer. On trouve ici, là, quand on tape ton nom, la petite fiche Google, là, avec les avis. C'est ça. Voilà. Et en plus, ce qui est difficile dans votre profession, c'est que si quelqu'un te dit qu'il est pas content, donc on va parler de l'avis négatif, hein, l'avis positif fait toujours plaisir, mais je pense que ce que les gens qui nous écoutent ont en tête, c'est l'avis négatif, c'est que vous êtes soumis au secret professionnel. Donc des fois, c'est délicat de pouvoir se défendre par rapport à un dossier, vu que tu peux pas tout dévoiler. Donc comment on peut appréhender justement cette problématique-là? Alors, moi, j'ai eu notamment le cas de quelqu'un qui a mis un avis négatif alors qu'il n'avait jamais été client de mon cabinet. Donc là, c'est encore plus redoutable. Ça, c'est le pire, effectivement. Parce que voilà, autant j'accepte d'être critiqué par quelqu'un qui a eu affaire à moi et à mon équipe, autant là, c'était pas le cas. Donc là, ben, j'ai fait une réclamation Google, tout simplement. J'ai même pas répondu sous l'avis, ça méritait pas de réponse. Et il a tout simplement été retiré. Donc voilà, il y a ce moyen-là aussi, parce qu'il n'était pas client du cabinet. Voilà. Donc après, si c'est un avis négatif, effectivement, je ne peux pas éventuellement me défendre en disant qu'il s'est passé telle ou telle chose dans le dossier, puisque là, je violerais le secret professionnel et que je l'interdis, forcément. Mais effectivement, voilà, on peut toujours. Moi, j'estime qu'il faut quand même répondre. Voilà. Ayant peut-être un mot pour pondérer ou même pour dire tout simplement qu'on est navré s'ils n'ont pas trouvé satisfaction dans la manière dont on a pu, ou juridiquement ou humainement, traiter leur affaire. On peut toujours mieux faire. Et il y a des clients, peut-être qu'on a mis en place des outils pour les accompagner et qu'ils n'y ont pas trouvé une satisfaction, même sur un plan humain des fois. Ça tient à grand-chose, le mécontentement de quelqu'un. C'est vrai à l'égard de quelques prestataires de services que ce soit. Donc c'est pour ça que personne n'est infaillible et on peut toujours avoir un client insatisfait. Donc après, c'est à voir quel avis négatif il met. Et après, s'il nous paraît justifié ou pas, mais moi j'estime que voilà, si on joue le jeu de la transparence, il faut toujours avoir un petit mot pour accompagner cet avis négatif et le pondérer. Et le pondérer, parce que c'est vrai, comme tu dis, c'est aujourd'hui, on peut pas se passer d'être sur les réseaux sociaux, avec la contrepartie que, bah, effectivement, on peut avoir des avis négatifs ou se faire attaquer de part et d'autre, mais en tout cas d'y être permet de maîtriser sa présence et de pouvoir réagir en temps voulu. C'est ça quand même aussi l'enjeu, quoi.
Ben, c'est ce que je disais, c'est qu'on maîtrise cet aspect négatif, alors qu'effectivement, il ne faut pas oublier que les blogs pullulent, qu'on peut trouver des blogs sur tous les sujets possibles et imaginables, et qu'un jour, on peut tous, en tant que professionnels, se retrouver sur un blog dont on n'a absolument pas la connaissance, et avoir un déferlement d'avis négatifs, ou voilà, quelqu'un qui va raconter sa mésaventure avec un professionnel et d'autres personnes qui vont arriver pour alimenter un peu tout ça et faire partager leur propre expérience personnelle et vous retrouver face à une usine à gaz sur un blog dont vous n'avez même pas connaissance, donc par définition, vous ne pouvez pas réagir à ça, quoi. Donc, moi, je préfère à la limite qu'ils viennent sur ce que je maîtrise, donc mes réseaux ou mon site internet, et au moins, voilà, je suis avisé si j'ai un avis. Donc après, il est bon, on est content, il est négatif, eh bien, on avise, mais au moins, ça ne se fait pas à votre insu. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'après, on le voit hein, souvent. Enfin, alors, moi maintenant, mais au début, nous, on avait des cabinets qui nous disaient oui, ben là, il y a un tel, il a publié sur un blog, typiquement, comment faire. Donc après, on rentre dans ce qu'on va appeler sur Internet l'enfouissement, c'est-à-dire écrire des articles, faire exister le cabinet sur différents supports. Et or, en maîtrisant sa présence sur Internet direct, on peut faire un test avec toi. Si on tape ton nom, donc, ce qui veut dire qu'au moins, déjà, ces places, elles sont occupées et avant qu'un blog sur ton nom vienne te sortir des 10 premiers résultats de Google, il y a du boulot parce que le référencement naturel, hein, toi-même, tu sais, ça prend du temps. C'est ça. Des années. Des années. Des années. Mais après, ouais, ça marche. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la relation enfin, que tu as avec, du coup, comment ça se passe au quotidien quand tu bosses avec une agence, bon, comme la nôtre en l'occurrence, c'est nous qui présentons. Est-ce que c'est chronophage? Est-ce que, enfin voilà, la ressource, en plus, toi, tu amènes pas mal de contenu, mais voilà un peu le quotidien d'un cabinet d'avocats qui externalise une partie de sa com auprès d'une agence comme Asco, quoi. Comment se passe les intros? Ben, comme je l'ai dit, moi, à titre personnel, ça, je ne le vis pas comme une contrainte. Donc, je ne me dis pas, tiens, il faut absolument que je le fasse. Donc, tiens, il faut que je me dégage du temps. Donc, en le faisant au fil du temps libre, déjà, ça permet de le faire avec beaucoup de simplicité et d'efficacité. Après, je fais régulièrement appel à vous voilà, sur des problématiques spécifiques que même moi, je ne maîtrise pas parce que voilà, ce n'est pas mon métier. Donc, même si forcément, à force, et puis en partageant l'expérience de professionnels comme vous, ben, j'apprends, ce qui me permet de faire tout seul après certaines choses. Voilà, il y a des publications spécifiques, notamment quand j'ai commencé sur Instagram, mon niveau de compétence était vraiment très bas. Donc forcément, j'ai eu besoin d'avoir quelqu'un qui m'expliquait ben, la mécanique des publications, quels étaient les réflexes à acquérir, puisque chaque réseau social a ses réflexes quand même assez spécifiques. Donc voilà, ça j'en ai eu beaucoup besoin. Aussi sur la création de la chaîne YouTube, qui est un petit peu nouveau pour moi, donc pour la partie utilisation professionnelle. Donc j'ai bénéficié de votre assistance. Et puis après, voilà, ça s'est fait ben, au niveau des changements au niveau du cabinet, puisque là, j'ai besoin pour la recréation des visuels. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez simple. Puis bon, depuis le temps qu'on travaille ensemble, depuis Oui, la Convention nationale des avocats à Bordeaux en 2014, voilà, exactement. je sais quels sont les rôles de chacun au sein d'ASCO, donc je sais qui appeler si j'appelle pour le site, pour les réseaux sociaux, donc bon, voilà, les assistantes c'est pareil, donc moi j'estime que c'est extrêmement simple et du coup, c'est pas, voilà, encore une fois, c'est pas une contrainte. Je n'engage pas Ouais. la communication comme une contrainte, c'est plutôt parce que je suis bien entouré et que maintenant j'ai une certaine expérience, moi je le vois comme un plaisir. Ah bah, tant mieux. Et tu mesures un peu même les retours après, parce que tu fais ça aussi, ça se fait plaisir, tu aimes ça, mais il y a aussi un enjeu de développement business. Hein. C'est ça. Donc, tu mesures les retours, tu imposes à tes clients, enfin, tu imposes entre guillemets, tu demandes à tes clients comment ils t'ont trouvé. Alors, Ça, non, autant les avis positifs qui viennent spontanément, voilà, ils sont toujours bons à prendre et ça fait toujours plaisir. Et j'en ai régulièrement, que ce soit moi ou mes assistantes. Je suis contacté, ce qui effectivement est une nouveauté pour moi parce que c'était pas le mode de contact que j'envisageais dans mes premières années d'exercice, mais je peux avoir des contacts Messenger assez régulièrement. Donc effectivement, c'est là on sort du cadre traditionnel de la ouais. relation avocat-client.
D'où la mise en place après des petites questions, parce que c'est comme ça qu'on affine après sa pratique aussi, hein, des questions type où le client qui se connecte sur le Facebook du cabinet, en fait, il trouve sur le Messenger du cabinet des questions type les heures d'ouverture, comment prendre rendez-vous avec vous, quel est le tarif d'une consultation, ce qui permet de préprogrammer des réponses. Et ce qui fait qu'en fait, voilà, même si moi je ne suis pas connecté pour leur répondre à ce moment-là, mais automatiquement, les infos, ils les obtiennent en temps réel. Voilà. Donc, ce qui me permet, par exemple, pour la prise de rendez-vous, de les rebasculer automatiquement vers le lien qui permet de prendre rendez-vous en ligne. Donc c'est vrai que ça, c'est me semble-t-il, un bon outil pour pouvoir répondre en temps réel, même quand on n'est pas absolument disponible de suite. C'est toi qui l'as paramétré, ça? Oui, je l'ai paramétré, oui. C'est le petit chat qui s'ouvre directement ici, hein. Voilà, le petit chat qui s'ouvre et où il y a des questions préétablies qui sont les questions bateau qu'on peut se poser sur un premier contact. Et donc voilà, ça, parce qu'en fait, c'est tout simple, c'est au fur et à mesure de recevoir des messengers, la première question était toujours la même. C'est en gros, comment je peux prendre rendez-vous avec vous et combien va me coûter la consultation. Donc, en cherchant, hein, parce qu'il faut être un peu curieux, en cherchant, j'ai trouvé dans les paramètres que on pouvait paramétrer ces questions types et paramétrer les réponses types. Donc, la personne, elle clique et automatiquement, comme si c'était moi qui répondais, ça lui envoie la réponse type. D'accord. Donc ça, c'est effectivement, même ça m'a surpris au départ, c'est des moyens de contact que je reçois de plus en plus de gens qui voient un article sur Facebook sur un sujet peut-être qui les préoccupe actuellement. Et du coup, en un clic, toujours sur leur smartphone, ils vont pouvoir savoir comment prendre contact avec moi, être redirigés vers le rendez-vous en ligne et prendre le rendez-vous en ligne directement sur le site. Et toi, pour l'instant, tu n'as rien fait. Et pour l'instant, oui, pour l'instant, je ne sais même pas qu'ils existent. Je ne sais pas qu'ils existent. Mais ils ont eu, de ma part, une information que j'ai choisie, que je maîtrise, et qui est celle qu'ils cherchent. Donc, tout à fait, en termes de disponibilité et de réponse, forcément, c'est des gens qui sont en week-end ou en soirée, ils ont eu les informations qu'ils voulaient, alors que je ne peux pas être disponible comme tout le monde H24. Non, c'est sûr. Donc, c'est quand même utile. Donc, du coup, c'est un bon levier c'est un bon levier à la fois d'acquisition, mais est-ce qu'on pourrait aussi parler de Internet de levier de fidélisation? C'est-à-dire que tu as peut-être des clients qui sont entreprises un peu régulières et qui finalement, tu traites un dossier, je sais pas, pour eux spécifique et finalement, en te suivant sur les réseaux sociaux, voient une autre information et ça va t'amener un autre dossier pour ce même client? Ah, je pense, oui, oui, oui. Je pense, et même parce que régulièrement, je regarde un petit peu les interactions sur les publications que je peux mettre, et j'y retrouve des clients, des anciens clients, des nouveaux, des identifications aussi. Donc, des clients que j'ai eus ou des personnes qui me suivent, qui vont identifier telle autre personne en disant, tiens, regarde, il y a cet article. Donc, certainement que derrière, ça veut dire que la personne, elle est sûrement engluée dans cette problématique-là, donc ça peut lui servir. Donc, oui, finalement, quand on l'utilise pour le pro, on retrouve à peu près les mêmes réflexes que d'autres recommandations, comme quand on utilise les réseaux pour la partie personnelle. Donc, effectivement, je vois régulièrement ce type d'interaction sous les publications. D'accord. Et après, tu as, d'autres leviers en termes de com. Je crois que tu fais pas de publicité en ligne, achat de mots-clés, tout ça, je Non, crois pas que. non. Non, je préfère le référencement naturel, même si ça, disons que ça prend plus de temps, mais ça oblige aussi à offrir du contenu pertinent. Voilà. Tu peux expliquer un peu peut-être ce que c'est le référencement naturel, enfin, comment ça? En fait, c'est au travers des publications que je peux créer, parce que dans les réseaux sociaux, il y a deux types de publications. Il y a celle qui va être déjà sur le réseau social, et puis on peut le partager en le commentant ou en ne le commentant pas. Et puis après, il y a, comme les fiches pratiques ou comme des billets d'humeur, du contenu qu'on crée soi-même. Et pour moi, c'est celui qui a le plus de plus-value. Parce que forcément, si vous repartagez l'information de quelqu'un, vous allez être 100, 1000 ou 10 000 à repartager la même information. Donc, vous offrez pas un savoir-faire ou une connaissance spécifique. Alors que si c'est du contenu, par exemple, sur des domaines que vous avez l'habitude de travailler ou, je ne sais pas, une décision que vous avez eue, sous couvert d'anonymat, bien sûr, mais que vous voulez commenter parce que vous pensez qu'elle peut intéresser pas mal de monde, ça, c'est une vraie information à plus-value.
Donc après, à force de créer du contenu, et notamment où votre nom apparaît, parce que ça marche quand même, naturellement, vous allez être de mieux en mieux référencé et vous apparaîtrez dans les résultats de mieux en mieux classés, notamment sur tout ce qui est moteur de recherche. Google en l'occurrence. Google en l'occurrence. Ouais, et aujourd'hui, c'est 98% du trafic, des moteurs de recherche proviennent de Google. En tout cas en France, bon, aux États-Unis, c'est un peu pareil. Et c'est vrai que c'est important de préciser que quand on utilise un moteur de recherche, alors déjà Google a un peu changé, mais déjà c'est une requête sur deux. Donc une requête, c'est une recherche dans un moteur de recherche commence par comment, donc c'est-à-dire comment divorcer ou comment gérer mon licenciement par exemple, voilà. Et en plus, de plus en plus, donc là c'est par rapport à ce que tu disais, le petit billet d'humeur ou le billet, on appelle Google un moteur de réponse. Donc de plus en plus, vous avez dû voir que quand on fait une recherche dans Google, maintenant il nous fait un petit encart avec une réponse directement quand on pose une question. C'est ce qu'ils appellent la réponse zéro et on tend de plus en plus vers ça. Donc ces contenus dont tu parles, qui sont spécifiques au cabinet, moi je vois telle problématique de droit et qui peut répondre à la problématique d'un cabinet, sont très importantes pour aussi exister dans cette fameuse réponse zéro de Google qui amène un fort trafic. Voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est du temps, et puis il faut avoir envie d'écrire. Mais en tout cas, le référencement naturel, aujourd'hui, c'est un bon vecteur, mais ça prend du temps. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Surtout sur des barreaux, surtout, quoi. On va essayer plutôt de se positionner sur des recherches. Là, on a travaillé avec toi sur une niche où on essaie de se positionner sur des recherches assez spécifiques et pas forcément avocat land. C'est pas pertinent, je pense. Non. Effectivement, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est de plus en plus vrai. Et que si on détermine 2, 3 maximum secteurs d'activité dominante, je ne parle pas de spécialisation qui pour nous a une signification bien particulière chez les avocats, parce qu'il faut effectivement passer l'examen pour être spécialisé dans un domaine, mais on a tous des activités dominantes, celles où on intervient le plus fréquemment, qui sont en général nos domaines de prédilection. Effectivement, plutôt que de communiquer sur tous les secteurs du droit, donc finalement avoir une information bateau qu'on peut retrouver partout et du coup nulle part, il vaut mieux peut-être, en tout cas c'est mon point de vue, cibler sa communication sur ces 3 domaines-là. Voilà. Ou sur un, si vraiment on veut communiquer que sur un, parce que c'est comme ça qu'on va être identifié sur la toile ou sur les réseaux sociaux, qu'on va être identifié comme ayant des compétences pertinentes ou une expertise dans un domaine et donc plus facilement venir vers vous. Donc ouais, tu nous conseillerais plus finalement d'avoir 2-3 activités dominantes sur lesquelles axer sa communication, plutôt que même étant un cabinet généraliste, d'essayer de communiquer sur tout. Ça n'a pas d'intérêt. Surtout qu'après, on va s'épuiser sinon. Et puis le client, dans son idée telle que je le vois, puis tel qu'on peut tous le vivre dans sa vie privée quand on va faire appel à un autre professionnel, il y a l'idée aussi de moi je veux quelqu'un qui soit spécialisé par rapport à mon problème. Donc certes nous la spécialisation c'est quelque chose de très spécifique, mais dans l'esprit des gens, il a un problème avec sa voiture, il faut que vous soyez spécialisé en droit automobile. Il a un problème avec son permis, il faut que vous soyez spécialisé dans les problèmes relatifs au permis de conduire. Donc forcément, si sur un site internet, vous avez à peu près la liste à l'après-vert de tous les secteurs et domaines du droit, moi je pense que le client, il ne va pas y trouver son compte s'il a un problème de permis ou un problème de voiture. Par contre, s'il voit que vous communiquez sur comment je fais quand mon véhicule est en panne, comment je fais quand j'ai eu un accident et dont je ne suis pas responsable, ou comment je fais quand je me suis fait suspendre mon permis de conduire, là, il se dit que vous avez des compétences dans un domaine qui le concerne directement et dont il a besoin de vos compétences. Ouais, et si en plus derrière, il retrouve dans les publications des publications en rapport avec cette thématique, ça va le rassurer sur le fait que c'est avec cet avocat-là qu'il faut travailler ou pas, quoi. Il me semble, oui. Plus qu'une communication générale qui finalement est noyée dans la masse. Oui, bien sûr. Ouais. C'est un peu ce que tu fais, quoi, finalement. Et juste, je voudrais revenir, bon, c'est pas fini, mais sur ce qu'on vient de vivre, justement le confinement. Donc nous, c'est vrai qu'on a été pas mal sollicités et c'est vrai qu'Internet, ça a été quand même un bon levier pour continuer à communiquer et garder le lien justement avec ses clients.
Comment toi tu t'es organisé pendant le confinement? Enfin, je sais qu'on a fait des actions, mettre des messages sur le site, etc. Mais on s'est pas mal servi des réseaux. On a pas mal posté, je crois. C'est ça. Ben, c'est vrai que ben, ça a été perturbant pour tout le monde, hein. Donc, une fois passé les premiers temps où on essayait de comprendre ben, comment les choses allaient évoluer, est-ce que c'était une situation qui était amenée à durer ou pas, réorganiser le travail, puisque ben, comme beaucoup, on a nous ici télétravaillé, donc chacun chez soi, ça demande un petit peu d'organisation en termes pratiques. Il y avait après la question de se dire comment je dis à mes clients que je suis là, quoi. Je suis en bonne santé, on est en bonne santé, on est toujours là pour continuer à traiter vos dossiers. Donc pour nous, effectivement, il était inconcevable de ne pas leur dire, voilà, rassurez-vous, on continue à travailler. Donc la difficulté s'est posée, c'est que vouloir le faire, c'est bien, mais quand on se dit comment je le fais dans un laps de temps court, c'est là où c'est difficile. Parce que se dire, je vais reprendre effectivement mes contacts, qu'on peut tous avoir dans nos logiciels de cabinet, et je vais envoyer un mail à tous mes clients pour leur dire, rassurez-vous, on a mis les choses en place, on télétravaille, continuez à nous écrire, mais privilégiez plutôt les envois dématérialisés, ben, ça peut prendre vite plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si on le fait comme ça, un peu, de manière un peu fastidieuse. Donc c'est là où effectivement j'ai fait appel à vous pour qu'on puisse mettre en place une communication globale qu'on a doublée par ces fameux envois de mails, avec les pop-ups sur le site, avec les réseaux sociaux, pour de suite communiquer à ceux qui ont accès à cette information-là, que ben voilà, on continue à travailler, et que la vie continuait, et qu'on allait faire au mieux pour que les dossiers continuent à avancer. Les informer aussi de l'information majeure qui était la fermeture des tribunaux, parce que Oui. forcément, il y avait des audiences qui allaient automatiquement s'annuler. Donc voilà, il est hors de question que les clients se posent indéfiniment la question de savoir, mais concrètement, est-ce que mon dossier il va continuer à être traité ou pas? Est-ce que des audiences auront lieu ou pas? Donc après, l'info s'est fait au cas par cas, au fur et à mesure que les semaines et les mois avançaient. Mais on a essayé dans la première semaine de communiquer déjà de manière globale. Et puis la même chose au déconfinement, voilà, on est repassé par la modification du pop-up, la modification de la réponse automatique au mail, pour dire, bon, mais voilà, le tribunal va reprendre petit à petit son activité, surtout qu'après on avait les spécificités territoriales. Le tribunal ici à Mont-de-Marsan, par exemple, a eu une activité qui a repris de manière assez soutenue d'emblée. C'est pas la chance qu'ont eu la plupart d'autres confrères, donc forcément, nous on devait communiquer spécifiquement et c'était pas forcément la même communication que d'autres confrères confrontés à des difficultés devant d'autres tribunaux. Voilà, essayer d'accompagner la reprise d'activité, aussi d'informations régulières, et puis pour finir, la communication sur le fait qu'on était de nouveau autorisé à recevoir les gens, quelles mesures sanitaires on mettait en place pour assurer leur sécurité, la nôtre. Donc voilà, c'est vrai que c'est une information qu'on a fait tout le long, quoi. Quand les clients sont revenus au cabinet, ils savaient dans quelles dispositions et où en était l'état de leur dossier, quoi. Il On n'y a pas avait eu mis de comme côté. mesure de protection en place, que le masque était obligatoire, qu'on avait du gel hydroalcoolique en quantité, que la salle d'attente malheureusement était fermée, donc on leur demanderait de patienter à l'extérieur si quelqu'un était déjà dedans. Voilà. On a essayé de faire en sorte qu'ils ne se trouvent pas devant le fait accompli quand ils arrivent au bureau. Voilà. Qu'ils soient un maximum rassurés pour que ça ne vienne pas nuire à la relation de confiance qu'on avait déjà instaurée par le passé. Et parce que c'est ça, la situation de crise, elle a eu pour effet de crisper beaucoup tout le monde. Hein. Et forcément, voilà, le client qui arrive et qui n'est pas prévenu, qui se retrouve devant votre porte et vous ne pouvez pas lui ouvrir parce qu'il n'a pas de masque ou parce qu'il y a déjà quelqu'un dedans, ben, c'est regrettable parce qu'il ne va pas être content et c'est dommage. Ouais, bien sûr. La communication permet au maximum, parce que vous ne pourrez jamais éviter tout ça, mais évite au maximum les malentendus ou les incompréhensions avec le client. Ok. Juste, je pourrais demander à Stéphane qui vient de nous rejoindre de désactiver la caméra, s'il vous plaît. Je vous remercie. Super, merci. Donc, si on veut résumer en quelques mots, Thomas, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller déjà aux confrères qui voudraient se lancer dans la com? Quelles seraient les étapes clés en fait pour démarrer? Enfin, voilà, communiquer sur Internet parce que malheureusement tous les avocats ne communiquent pas comme toi. Mais du coup, quelles seraient les étapes clés à ne pas brûler en tout cas?
Disons que, pour reprendre un peu la chronologie qu'on a suivie sur la présentation, c'est la création de l'image du cabinet. Voilà, la création d'un logo, d'un visuel, de quelque chose qui personnalise, qui fait sortir du lot, tout simplement. Et puis quelque chose qui vous ressemble, parce que ça, c'est très personnel comme démarche. Donc ça, je dirais que dans la chronologie, c'est peut-être par ça qu'il faut commencer. Le site internet, pour moi, c'est le passage obligé. Mais j'ai tendance à dire c'est presque le minimum syndical au jour d'aujourd'hui. Et après... La plaque de l'avocat sur le mur, hein, quelque Et part. plaque, voilà, sur la plaque de l'avocat sur le mur. Après, on peut effectivement, pour ceux qui le souhaitent, se départir un petit peu de la plaque traditionnelle que j'ai eue, moi, quand j'ai commencé il y a presque 13 ans, pour des plaques un peu plus modernes, un peu plus travaillées, qui représentent notamment le visuel du cabinet. Et après, pour ceux qui seraient peut-être moins à l'aise sur les réseaux sociaux, comme moi je l'ai été au début, en investir. Voilà, se dire, le réseau social sur lequel je me sens le mieux, c'est celui-là. Déjà, j'investis celui-là, je découvre, je fais des tests, je me cherche. Et puis, quand je me sens à l'aise, j'en prends un autre, puis un autre, puis un autre, comme je l'ai fait, moi, encore dernièrement, puisque je n'ai investi que dernièrement, Instagram et la chaîne YouTube. Ouais. Et bientôt TikTok. On verra. On verra. Je suis pas sûr d'avoir le talent pour. On verra. Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça prend du temps, quoi. Enfin voilà, ça se fait pas rapidement. Enfin, c'est une stratégie. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que mettre en place une stratégie de communication, c'est quand même, c'est chronophage, mais c'est aussi sur du long terme. On peut pas avoir quelqu'un qui viendrait nous voir en nous disant, je veux être présent sur Facebook et avoir 10 nouveaux clients. Ça marche pas comme ça. Non. C'est sur le long terme, on ne peut pas le mesurer à l'instant T. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même, au-delà de la stratégie, on est d'accord, de communication, donc qui est commerciale, mais il faut aussi quand même y trouver un certain plaisir, une certaine satisfaction à le faire pour la communication elle-même. Voilà, le message à faire passer. Les réseaux sociaux et les sites internet sont le meilleur vecteur pour toucher le maximum de monde. Donc, il faut aussi le faire pour ça. Et pas uniquement se dire je le fais pour avoir des nouveaux clients, parce que sinon, ça peut avoir un effet de frustration si on se rend compte, c'est difficilement quantifiable en plus, que ça ne nous apporte pas plus de clients au bout de 6 mois, il ne faut pas renoncer pour autant, quoi. Et c'est là où je dis que si on y trouve une part de plaisir, qu'on arrive à faire passer des messages, on arrive à communiquer sur les choses qui nous tiennent à cœur dans notre métier ou dans le domaine du droit de manière générale, forcément, quoi qu'il arrive, c'est du temps que vous estimerez pas avoir perdu. Ouais, c'est sûr. Et puis après, voilà, c'est sûr que c'est comme tout. Au début, comme on tâtonne, on y passe beaucoup de temps. Et après, on acquiert les réflexes, on améliore la façon dont on gère ses réseaux sociaux. Et du coup, on y consacre de moins en moins de temps aussi. Parce qu'on ne cherche plus, on sait comment faire, on sait où aller regarder. On cible son action. Ok. Juste, j'ai une petite question là qui m'est posée. Est-ce que c'est pas trop compliqué de faire un logo à distance? Ah non, non, non. Du coup, de Mont-de-Marsan à Toulouse, il y a quelques centaines de kilomètres. Donc, effectivement, non. Il y a un bon à tirer. Donc, il y a des présentations qui sont faites, comme quand on va chez son imprimeur pour faire des cartes de visite ou autre. Donc, non, il y a des projets qui sont adressés. Et puis après, on échange facilement par téléphone ou même par retour de mail pour si on veut modifier des choses. Moi, j'y ai jamais vu de soucis à distance. Peut-on avoir les détails? C'est toujours la même personne qui nous pose. Peut-on avoir des détails sur la mise en place du paiement par CB et en ligne? Ça a été très simple. Je suis allé à ma banque, j'ai souscrit un contrat de flux financier. Et ensuite, j'ai transmis à ASCO les renseignements que me donnait la banque par rapport à ce contrat de flux financier. Et ensuite, le prestataire a mis en place le système qui fait que le client se connecte sur mon site internet. On a créé un petit onglet spécial pour le paiement en ligne, donc c'est facilement retrouvable. Et le client n'a juste qu'à mentionner son numéro de facture, le montant, et ensuite ça se fait comme un paiement en ligne classique. Et moi, je reçois un mail pour m'informer que le règlement est bien intervenu. Et le client reçoit aussi un justificatif, voilà, c'est au niveau des honoraires, le paiement en ligne, et le client reçoit un mail justificatif
disant qu'effectivement, il a bien procédé au règlement. Donc, c'est très, très simple. Et là, pour le coup, j'ai de très, très bons retours pour les clients qui souvent me disent, ah, ben, du coup, je fais ça, je rentre chez moi, je le fais, ou qu'ils le font depuis leur téléphone. Parce que vraiment, c'est accessible de n'importe où. Et quand j'envoie la facture, j'ai doublé moi, en plus d'un petit texte type, où je mets le lien hypertexte dans mes courriers, comme on utilise beaucoup l'envoi par mail. Donc la personne, elle n'a même pas à s'embêter, elle va sur mon courrier de compte rendu d'audience et d'envoi de la facture, elle clique sur le lien hypertexte et automatiquement, ça le renvoie sur la page là qu'on a vue il y a quelques instants. Donc, Juste pour compléter par rapport à ce que tu dis, effectivement, donc la banque, ta banque t'a délivré un contrat de flux financier qu'on appelle aussi contrat VAD de vente à distance sans terminal de paiement. Parce que là, après, pour le coup, c'est nous qui délivrons le système de paiement. Alors après, on a toutes les garanties bancaires, 3D Secure, etc. Mais on passe par une plateforme qui est multi-devise, multi-machin. Voilà. Effectivement, c'est la démarche à la banque. Et après, nous, c'est actif en 48 heures. Souvent, c'est les banques qui sont plus longs. Et pour répondre, Leïla qui avait posé la question, il y a quand même il y a des pourcentage sur la transaction qui est à gérer avec sa banque, je crois, c'est ça? Ils prennent un petit pourcentage, mais qui mais est. honnêtement, c'est minime. Moi, Ouais. je l'avais calculé sur une année, c'est minime, puisque c'est un tout petit pourcentage du montant de la transaction. Et on avait bien regardé ça avec la comptable, là, qui s'en occupe avec moi au cabinet. Et honnêtement, ça compense très, très largement ce petit pourcentage, le temps gagné en termes de gestion administrative des règlements par chèque. Ouais. Comparaison. Ouais, c'est un temps de production pour vos assistantes qui, du coup, peuvent faire autre chose. Exactement. Ouais. Exactement. Une chose bien plus intéressante que le travail un peu fastidieux de pointer les règlements et les dépôts de chèques. J'ai une autre question qui nous dit, est-ce que, avec la communication que vous faites, est-ce que vous n'attirez pas les foudres de vos confrères? C'est vrai que. Non, non, j'en ai beaucoup qui me suivent. Alors après voilà, les confrères ne me le diront pas forcément à moi directement, hein, on est bien d'accord. Mais j'ai beaucoup de confrères qui me suivent. On échange régulièrement avec des confrères, puisque ça me permet de rester aussi en contact avec beaucoup de confrères que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans les conventions nationales, avec la FNUJA. Donc voilà, ça nous permet de rester pas mal en contact. Donc, même entre confrères, c'est un outil qu'il est plaisant d'utiliser. Et puis, il y a d'autres confrères qui le font aussi, même si pas assez à mon goût, parce que je milite beaucoup pour que les confrères de mon barreau puissent investir ces outils-là. Donc non, pas. Puis je ne donne pas aussi l'occasion, parce que ça reste une communication qui doit être maîtrisée. Donc, je veille à ne pas violer le secret professionnel, je veille à ne pas parler de dossier. Oui. Par exemple, je ne communique sur un dossier qu'en reprenant, par exemple, un article qui aura lieu dans des médias à condition qu'il cite mon nom. Voilà, c'est une règle que je m'applique. C'est même si c'est une affaire très médiatique, si mon nom n'est pas déjà cité dans l'article, je ne mentionne pas que je suis intervenu dans le dossier. Ah, d'accord. Donc, je prends aussi beaucoup de précautions pour faire en sorte que ma communication sur un plan déontologique soit la plus fine possible et qu'il n'y ait rien à me reprocher. Donc, et pour l'instant, j'ai jamais eu d'écho négatif. Au contraire, j'ai des confrères qui sont curieux, qui me posent des questions, qui me demandent, que je peux aider aussi quand je peux le faire parce qu'ils débutent. Donc, a priori, non. Je ne suis pas devenu le mouton noir du barreau parce que je communique à outrance sur les réseaux sociaux. Bon, mais ça va. Et dernière petite question, peut-être pour conclure rapidement, on est bon timing. Alors on me demande quel sera pour vous le moyen de communication du futur? Alors c'est peut-être un peu prospectiviste, mais toi Thomas qui communique pas mal, comment tu vois un peu l'avenir de la com? T'as une idée ou Ben, disons que là déjà, moi, la communication du futur, pour moi, c'est Instagram et YouTube. Parce que comme je l'ai dit, c'est quand même un investissement qui est très, très récent. Donc j'ai quand même pas mal de travail dessus. Non, là, je vois pas. Je sais que comme pour tout, ça évoluera. Il y aura de nouveaux vecteurs. Pourquoi pas TikTok, on verra. Hein, Ouais. mais voilà. Je pense déjà qu'au niveau réseaux sociaux, parce qu'il ne faut pas non plus, je pense non plus trop s'éparpiller. Parce que à trop vouloir en faire, on finit par faire moins bien. Après, on passera peut-être par autre chose qui est la publicité autorisée, comme la démarchage personnalisé. Ça sera peut-être moins virtuel comme communication, mais plus ciblé, toujours pareil, sur des domaines d'activité très spécifiques. Donc voilà, au niveau réseaux sociaux, je pense que déjà, je suis pas mal pourvu
Et je n'investirais pas demain un nouveau réseau social sous prétexte qu'il viendrait à naître et qu'il serait à la mode, quoi. Peut-être qu'il faut se dire, pour retenir, c'est peut-être rester un peu en veille de voir ce qui se fait et de voir comment le cabinet peut investir ça. Oui, et puis si ça apporte une plus-value par rapport à ce qu'on a déjà, parce que voilà, sinon on va en trouver toujours des nouveaux réseaux sociaux plus ou moins confidentiels, mais il faut quand même rester aussi dans quelque chose qui soit gérable, et puis si on n'est pas 10 à le gérer, qu'on est tout seul Oui, comme moi, même si j'ai votre appui, mais bon, voilà, il faut quand même rester dans quelque ah chose ouais. qui Non, mais c'est certain, c'est certain. reste accessoire à l'activité quand même. De toute façon, ça marche aussi. Alors nous, on est là en support, mais ça marche aussi quand le cabinet raconte quelque chose, quand il y a des billets d'humeur, tout ce que tu as dit, quand l'associé est impliqué, quoi. Ok. Ben, Thomas, je te remercie. Alors juste pour terminer, je vais juste quand même vous partager. Vous pouvez nous retrouver pour ceux qui participent sur le stand, hein, donc Legal Tech Day, septeo.fr. Vous avez ici le stand de ASCO et vous pouvez dialoguer en direct avec nos conseillers qui sont en ligne, donc pour répondre si vous avez des questions un peu plus précises, hein, ils vous attendent. Vous avez également des documents à télécharger, des plaquettes et tout, et on a mis en place un petit jeu. Donc vous devez retrouver une pièce de puzzle qui est en fait cachée ici sur notre stand, et vous nous envoyez par mail une fois que vous avez toutes les pièces du puzzle, donc qui se trouvent sur chacun des stands, et vous pouvez gagner comment dirais-je, un HP Elite Book, voilà, un PC portable. Voilà pour cette partie-là. Thomas, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Écoute, merci de votre invitation, c'était un plaisir. C'était un plaisir de se revoir. Merci à tous et puis à bientôt et à disposition. Passez une bonne fin de journée. Au revoir à tous. Au revoir.